Depuis des décennies, les stratèges militaires chinois simulent le même scénario d'invasion. Des forces navales écrasantes traversant le détroit de Taïwan de 110 miles, établissant des têtes de pont sous la supériorité aérienne, puis roulant vers Taipei avec des nombres supérieurs. Le calcul était simple. 2 millions de troupes chinoises contre 170 000 à Taïwan. La victoire semblait inévitable. Selon les dernières estimations des renseignements américains, la Chine passerait à l'offensive. Quelque part vers 2027, avec une perspective plus sombre indiquant une attaque en 2025 même. Mais Taïwan a simplement jeté tout le playbook. La stratégie révolutionnaire de Taïwan menace de transformer toute invasion en un bain de sang que même la puissance militaire de la Chine ne peut survivre. C'est la stratégie du porc épic, et Taïwan mise tout dessus, devenant trop douloureux pour que la Chine puisse l'avaler. D'après les experts militaires et les documents stratégiques récents, Taïwan révise en profondeur sa doctrine de défense. Les jours où l'on essayait de rivaliser avec la Chine avion pour avion, navire pour navire, sont révolus. Au lieu de cela, il couvre l'île de missiles mobiles, de mines marines et d'essaims de drones qui infligeraient un lourd tribut à toute force d'invasion. Ce n'est pas simplement un autre programme de modernisation militaire, c'est un changement philosophique complet qui force la Chine à reconsidérer si la conquête de Taïwan vaut les pertes catastrophiques qu'il subirait dans la tentative. La transformation de Taïwan a débuté par une réalisation choc. Son approche militaire traditionnelle était condamnée, car elle ne pourrait jamais l'emporter dans une guerre conventionnelle. Les chiffres dressent un tableau sombre. Comme mentionné, l'armée de libération du peuple de Chine compte plus de 2 millions de personnels actifs, ce qui en fait la plus grande taille de troupes actives au monde, comparativement aux 170 000 de Taïwan. La marine de l'armée populaire de libération exploite 370 navires, dont 3 porte-avions. Taïwan a moins de 100 navires et aucun porte-avions. La Chine déploie plus de 3000 avions de combat, tandis que Taïwan maintient environ 760 avions, la Chine conservant une flotte de chasseurs. 4 fois celui de Taïwan, qui est aussi plus récent. Dans tout conflit symétrique, Taïwan subirait une défaite rapide. La direction de Taïwan le savait, mais pendant des décennies, elle s'est accrochée à des systèmes d'armes de prestige, des chasseurs avancés, des chars de combat principaux, de grands navires de guerre. La culture militaire valorisait ces plateformes comme symbole de force de défense légitime, malgré le déséquilibre militaire grandissant en faveur de Pékin de part et d'autre du détroit. L'éveil est venu de professeurs inattendus, comme les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient. Les observateurs militaires ont vu les drones iraniens bon marché terroriser les systèmes de défense aérienne coûteux. Ils ont vu des soldats ukrainiens utiliser des missiles portables pour détruire l'armure russe pour une fraction du coût. Plus révélateur encore, ils ont vu comment les défenses distribuées mobiles pouvaient frustrer et peut-être même repousser des forces d'attaque écrasantes. C'est probablement pour ces raisons que Taïwan a adopté sa nouvelle doctrine. Si vous ne pouvez pas égaler leurs forces, multipliez leurs douleurs. Ce qui nous amène à la défense du porc épic, qui fait réévaluer aux stratèges chinois leur plan d'invasion. Le concept est trompeusement simple. Recouvrir Taïwan de milliers d'armes défensives relativement bon marché, mais potentiellement mortelles, qui rendent chaque mètre de territoire conquis prohibitivement cher. Ces armes peuvent ne pas remporter de victoires offensives, mais elles garantissent que tout attaquant quitte la rencontre blessé et ébranlé, avec de lourdes pertes et un moral en berne. La stratégie de ce type de défense exploite le déséquilibre intrinsèque dans l'effort de guerre des deux camps. Considérons un échange économique plutôt simplifié. Un destroyer chinois de type 055 coûte environ 890 millions de dollars. Le missile anti-navire taïwanais Swingfen 3 coûte environ 3,5 millions de dollars l'unité à produire. Si Taïwan lance 3 missiles pour couler un destroyer, il échange 10,5 millions de dollars contre 888 millions de pertes chinoises, soit 85 pour un... Malgré des chances réduites, Taïwan reste leader dans le financement de l'effort de guerre, et ce dans tous les domaines. Des missiles antiaériens terrestres coûteux peuvent abattre des avions de chasse valant des dizaines de millions. Des armes anti-chars portables valant des milliers peuvent détruire des chars coûtant des millions. Des mines marines intelligentes, évaluées pour des dizaines de milliers, peuvent couler des navires d'assaut amphibies, valant des centaines de millions. La stratégie inverse la pensée militaire traditionnelle. Au lieu de chercher à dominer le champ de bataille, Taïwan vise à maximiser l'attrition de l'ennemi. La victoire n'est pas définie comme la défaite de l'invasion, mais comme rendre l'invasion si coûteuse que les acteurs rationnels n'essaieraient pas de la tenter. Cette stratégie a 2 volets. Établir des lignes d'approvisionnement pour obtenir et stocker des armes défensives bon marché. Pour utiliser la première ligne de défense, la deuxième consiste à mettre à jour l'équipement vieillissant pour surpasser les homologues chinois. En somme,
Les deux approches misent sur l'augmentation de la production d'armes à Taïwan, ou l'accroissement des acquisitions auprès d'alliés, tels que les États-Unis. Pour le premier type de conflit, plusieurs systèmes cruciaux doivent coopérer afin d'assurer une défense adéquate face à une invasion potentiellement dévastatrice. Les drones sont l'exemple principal ici. Cependant, les statistiques réelles sur leur utilisation dans la guerre peuvent être confuses en raison de l'ambiguïté de ce qu'est un drone et comment il est employé. Par exemple, des rapports de fin 2023 et début 2024 indiquaient que Taïwan avait décidé de construire plus de 3200 drones en 2024 seulement. L'équipe nationale de drones supposée comprend des drones dans 5 catégories différentes, probablement similaires à ce que nous voyons être utilisé en Ukraine chaque jour au cours des dernières années. Selon le Bureau des études militaires étrangères, Taïwan construirait un aperçu de la situation. Des véhicules aériens sans pilote, allant de mini-drones de moins de 2 kg à de grands avions de reconnaissance, avec une portée de croisière de plus de 150 km. Pourtant, ces chiffres semblent et sont terriblement bas. On estime que l'Ukraine utilise plus de 10 000 drones par mois. Cela s'explique surtout par le fait que la plupart des drones perdus sont des modèles vol en immersion relativement abordables, modifiés pour embarquer des batteries plus volumineuses. Et une ordonnance rudimentaire, comme un char, une mine ou une grenade qui détruit le drone en explosant. Ajoutez à cela le fait que les tactiques anti-drones se sont multipliées des deux côtés du conflit en Ukraine, et que les drones ont un taux de réussite relativement faible, beaucoup étant perdus avant d'atteindre le front. A l'opposé, on trouve des drones avancés tels que le MQ-9 Reaper de General Atomics, fait aux États-Unis. Le Reaper est un drone de surveillance à longue portée qui sert aussi de plateforme de lancement et d'attaque. C'est un investissement de plusieurs millions de dollars. Les États-Unis ont annoncé un paquet d'aide militaire de 345 millions de dollars à Taïwan, qui comprend 4 drones MQ-9A et le soutien associé. Récemment, Taïwan a davantage promu les opérations et la construction de drones. L'objectif de production domestique a été porté à plus de 3400 drones au total d'ici 2028, tandis que le pays espère acquérir près de 1000 drones de type missile à longue portée d'ici 2026. De plus, le gouvernement de Taïwan vise à augmenter la production mensuelle à plus de 15 000 petits drones d'ici 2028. Mais comparez cela avec la production actuelle en Ukraine, qui est estimée à environ 150 000 par mois. Et Taïwan serait toujours en retard pour s'armer contre une armée qui est à la fois numériquement et probablement technologiquement supérieure à la Russie. Cela implique que Taïwan doit s'appuyer sur d'autres plateformes. Heureusement, Taïwan a mis à jour ses capacités tactiques, de frappe et de défense. Le Swingfang, également appelé famille de missiles Brave Wind, est le fleuron du développement d'armes nationales à Taïwan. Le Swingfang 3HF-3 est un missile anti-navire supersonique développé par Taïwan, capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 3.5. Sa portée opérationnelle varie entre 120 et 150 km, avec des variantes à portée étendue qui atteindraient jusqu'à 400 km, selon les rapports. Le missile utilise une trajectoire de croisière en haute altitude et exécute des manœuvres d'évasion pendant sa phase terminale, y compris le vol à ras de l'eau et des mouvements latéraux à haute G, pour éviter les défenses ennemies et minimiser les risques d'interception. La dernière version d'attaque terrestre de la famille Swingsheng, une variante à longue portée du Swingfeng 2E, a une portée rapportée jusqu'à 1200 km, permettant des frappes profondes dans la Chine continentale. La série Tianqian, ou épée du ciel, est une autre façon pour Taïwan de se défendre, bien que de manière plus symétrique. Le Skysword 2 sert de missile air-air de portée moyenne comparable à l'Advanced Medium Range Air-to-Air missile américain, tandis que le Skysword 3 offre une portée étendue pour la défense de zone. Le système terrestre Tiancong 3 crée des zones de couverture chevauchantes autour des installations clés, avec des radars capables de suivre plusieurs cibles simultanément. Imaginez ces systèmes comme les couches d'un oignon, chacun protégeant à différentes altitudes et portées. En même temps, le Wanqian, ou missile de croisière lancé par avion 10,000 Swords, démontre une capacité de munitions en grappes sophistiquées. Déployées depuis Taïwan et les combattants de défense indigènes, ces armes peuvent saturer des cibles vitales, comme les aérodromes et les ports, avec des sous-munitions. L'impact psychologique correspondrait à l'impact physique. Tous les commandants savent qu'une poignée d'avions peut effectivement fermer une base aérienne entière, retardant considérablement les opérations et causant des dommages d'infrastructures généralisés. Le missile de croisière supersonique Yunfeng, ou Cloud Peak, pousse encore plus loin les capacités de frappe de Taïwan. Avec des portées rapportées dépassant 1000 miles, ces armes lancées depuis le sol pourraient théoriquement atteindre Pékin. Bien que Taïwan maintienne une ambiguïté stratégique sur ses politiques de ciblage, l'existence même de ces capacités complique les plans militaires de la Chine.
Si la Chine attaquait Taïwan de manière conventionnelle, Taïwan pourrait riposter en bombardant Pékin. Cette menace constitue simultanément une partie de la stratégie de dissuasion de Taïwan. Puis il y a le système de défense passive. Les mines marines sont relativement bon marché, et pourtant une seule mine peut anéantir un navire de transport déplaçant l'infanterie de la Chine continentale à Taïwan. L'un des principaux avantages numériques de l'ancien dans une invasion théorique. De plus, la géographie du détroit de Taïwan dans la mer de Chine orientale rend la zone idéale pour la guerre des mines, un avantage pour Taïwan. Avec un fond marin rocheux et de nombreux courants changeants, Taïwan peut facilement planter des mines qui seraient difficiles à Coscom à détecter et à enlever par la force d'invasion. Pendant ce temps, les défenses du pays pourraient bombarder les démineurs de missiles. Malgré leurs bienfaits potentiels, les mines ont un grand inconvénient. Elles ne distinguent pas les navires amis des hostiles. En conséquence, Taïwan ne peut réellement poser des mines marines que lorsque l'invasion chinoise est imminente. Sinon, le champ de mines empêcherait les navires marchands d'aller et venir des ports taïwanais, qui constituent une grande partie de l'économie du pays. L'autre option est de poser partiellement des mines, et de laisser quelques canaux ouverts pour le commerce. Cependant, vu le nombre de navires chinois utilisant les ports taïwanais, il transmettrait probablement la localisation de ces routes sûres à l'armée chinoise. Ce qui soulève une autre question potentielle. Taïwan manque de navires poseurs de mines pour une action rapide. Le pays n'a que 4 poseurs de mines, et en attend 6 autres dans les prochaines années. Probablement plus tard que l'invasion supposée de la Chine, Taïwan doit défendre au moins 5 grands ports, et quelques petits ports. Avec des poseurs de mines, des navires de guerre, et même des navires civils posant des mines, menacés par les capacités de frappe à longue portée chinoises et une marine entrante. Ainsi, les missiles à longue portée évoqués peuvent donner à Taïwan un levier suffisant pour prévenir toute attaque. Ils pourraient donner au pays le temps de monter des défenses plus efficaces, ou d'attendre le soutien de partenaires internationaux, dont les États-Unis, le Japon et l'Australie. La deuxième ligne de défense de Taïwan repose sur ses acquisitions d'armes étrangères, notamment des systèmes américains. Le F-16 Block 70 représente la modernisation la plus significative de l'armée de l'air de Taïwan. Contrairement aux anciens F-16S, la variante 5 dispose d'un radar ACER à balayage électronique actif, capable de suivre plusieurs cibles tout en restant difficile à détecter. Le radar APG-83 offre des capacités proches des chasseurs de 5e génération, à des coûts et des besoins de formation de 4e génération. Les 66 nouveaux F-16V de Taïwan devraient arriver d'ici 2026, combinés à 141 modèles plus anciens, qui sont mis à niveau au même standard, pour créer une force de chasseurs défensifs redoutable. Avec un espace aérien limité, ces F-16S pourraient mener des frappes éclairs grâce à des missiles longue portée, qu'ils soient fabriqués à Taïwan ou importés. Ils sont épaulés par des batteries Patriot, assurant une défense aérienne en haute altitude contre les missiles balistiques et les avions. La variante Patriot Advanced Capability 3 met l'accent sur la technologie de frappe pour tuer, percutant essentiellement les missiles entrants plutôt que d'exploser près d'eux. Cette méthode de destruction cinétique est très efficace contre les ogives balistiques qui résisteraient aux explosions de proximité. Taïwan utilise 9 batteries Patriot stratégiquement placées pour protéger les principaux centres de population et installations militaires, avec des centaines de missiles PAC, 3 vendus annuellement par les États-Unis. L'ensemble du projet PAC-3 est évalué à 5,6 milliards et devrait être achevé d'ici 2027. Le système de roquettes, High Mobility Artillery, Rocket System, apporte une capacité de frappe en profondeur précise et mobile, de type tirer et oublier. Chaque lanceur monté sur camion peut tirer 6 roquettes guidées à des portées dépassant 50 miles, puis se déplacer avant que le feu de contre-batterie n'arrive. Armé de missiles balistiques tactiques ATAK-AMS, sa portée approche les 200 miles, assez pour atteindre Taïwan. Les acquisitions navales du détroit incluent les frégates de classe Oliver Hazard Perry, transférées du surplus de la marine américaine et modernisées avec des capteurs et armes modernes. Malgré le manque de furtivité des navires de guerre modernes, leur navigabilité éprouvée et leurs coques spacieuses permettent les modifications taïwanaises. Comme des missiles anti-navires supplémentaires, les hélicoptères d'attaque Apache Attack Helicopter 64, eux fourniraient ensuite un appui aérien rapproché avec des missiles Hellfire et un armement à chaîne. Le radar Longbow de la variante E peut détecter et classer des cibles au-delà de la portée visuelle. Les hélicoptères sont un ajout précieux et nécessaire à Taïwan, où le temps est souvent nuageux, car le pays n'a pas une force aérienne qui pourrait rivaliser avec celle de la Chine. Mais de tous les équipements américains, les armes anti-chars seraient probablement cruciales pour la défense asymétrique à courte portée. Des armes comme les missiles Javelin permettent à des soldats individuels de détruire des chars de combat principaux, à partir d'un point, à 5 miles de distance. La guidance de type tirer et oublier permet aux opérateurs de lancer le missile et de se mettre immédiatement à l'abri.
Taïwan possède déjà 1200 de ces missiles, et va probablement chercher à en obtenir davantage. Comme la Chine devra déployer son infanterie mécanisée sur l'île elle-même, si elle veut envahir et conquérir Tou complètement. Les missiles lancés par tube, guidés optiquement et par fil, offrent une capacité similaire à partir de positions fixes ou de véhicules. Le système de missiles avancé national de surface à air, ou système de missiles avancé national de surface à air, est un autre système d'armes asymétriques prometteur. Combine une technologie radar avancée et des missiles de haute précision pour engager des cibles allant des avions aux missiles de croisière. Cependant, il a aussi montré un cas d'utilisation possible dans la lutte contre des cibles plus petites, comme les drones, qui constitueront sans aucun doute une part majeure des conflits à venir. La facilité d'intégration de divers radars et plateformes de lancement rend le système idéal pour les environnements de défense, nécessitant une adaptation rapide à l'ennemi. Comme c'est le cas avec Taïwan, en raison de la petite superficie de Taïwan, quelques batteries de NASAM seraient suffisantes pour créer une bulle autour des plus grands centres de population. Les États-Unis ont approuvé la vente de 3 batteries en or à Taïwan en octobre 2024, avec une date de livraison non spécifiée, mais la première batterie devrait atteindre l'île en 2025. D'autres acquisitions comprenant des centaines de missiles anti-navires Harpoon, à la fois des variantes lancées par air et par terre avec une portée de 100 miles. Des missiles Stinger anti-aériens portables, capables d'abattre un hélicoptère en un tir, poussant la Chine à adopter des stratégies à moyen et long terme. Avions de patrouille PTHREEC, qui assureront une surveillance loin de la côte taïwanaise, et pourraient éventuellement détecter l'un des 50 sous-marins de la Chine. Mais vous pourriez penser que certains de ces investissements ne méritent finalement pas d'être poursuivis. Malgré une force aérienne chinoise plus grande, et des jets supposément plus modernes, l'avantage des F-16 réside dans leur qualité plutôt que leur quantité. Bien que la Chine ait présenté plusieurs systèmes d'armes censés égaler leurs équivalents occidentaux, des analyses plus poussées ne corroboraient pas cette affirmation. Le Mighty Dragon J-20 de la Chine représente son premier chasseur furtif opérationnel et a été déployé au XXIe siècle, des décennies après le début du programme de chasseurs furtifs américain. Cet avion à 2 moteurs combine une longue portée avec des soutes à armes internes qui devraient préserver sa faible section transversale radar. Cependant, des questions subsistent à propos de ces moteurs. La Chine peine toujours à produire des centrales électriques égalant les turboréacteurs américains F-119 ou F-135. Les caractéristiques furtives du J-20 sont probablement également inférieures aux capacités d'évasion radar du F-22 ou du F-35. Les pilotes américains s'entraînant contre des menaces simulées de J-20 rapportent que les radars Active Electronically Scan d'arrêt modernes les détectent à des distances plus longues que ce que suggèrent les spécifications chinoises. Le Mighty Dragon pourrait avoir une technologie furtive supérieure aux anciens avions américains. La comparaison la plus appropriée serait le J-6, le chasseur multirôle chinois. Basé sur le Su-30 russe, cet avion transporte des charges d'armes impressionnantes et dispose d'électronique produite localement. Cependant, son large radar le rend vulnérable aux défenses aériennes modernes. Les F-16 versus améliorés de Taïwan, bien qu'étant des conceptions plus anciennes, transportent des radars et des missiles tout aussi capables, tout en étant des cibles plus petites. Il y a ensuite la marine chinoise. Le destroyer type 055 transporte 112 cellules de lancement vertical pour des missiles dont la taille et les capteurs rivalisent avec les destroyers de classe Arleigh Burke américains. Cependant, la tradition navale chinoise manque de l'expérience de plusieurs décennies d'opérations en haute mer que l'United States Navy a accumulées. Les procédures complexes de contrôle des dommages, perfectionnées par des générations de marins américains, ne s'apprennent pas seulement dans les manuels. La Chine n'a fait que grandir dans sa marine, tandis que les États-Unis projettent leur puissance navale depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour une invasion, le navire d'assaut amphibie de type 075 serait probablement inestimable pour l'effort chinois, un déplacement de 40 000 tonnes. Ces navires sont presque aussi grands que les navires de classe WASP américains, mais les opérations amphibies nécessitent une coordination complexe entre les forces aériennes, maritimes et terrestres. Les forces chinoises, inexpérimentées dans les atterrissages à l'étranger, ne peuvent donc que les simuler, alors que Taïwan défendrait un terrain familier. Un autre atout potentiel chinois serait son porte-avions. Avec son 4e porte-avions, la marine chinoise pourrait utiliser sa flotte aérienne élargie pour opérer près de Taïwan et faire pression sur l'île de manière soutenue. Cependant, ces porte-avions actifs, non nucléaires, requièrent un ravitaillement constant, ce qui limite leur présence prolongée dans le Pacifique. En cas d'invasion, leur proximité avec les ports d'attache n'est pas un grand inconvénient, car ils n'auront pas à faire de longs trajets gourmands en carburant. Le nouveau porte-avions, type 003, souffrirait de problèmes avec son système de lancement d'électronique, le rendant moins fiable que ceux des 11 porte-avions américains.
Les anciens modèles auraient des systèmes encore plus obsolètes par rapport à la technologie actuelle et aux améliorations apportées par les États-Unis. La Chine a probablement aussi un ensemble de guerres électroniques moins développé par rapport aux États-Unis. Même si elle peut commencer à submerger les défenses de guerre électronique de Taïwan, il n'est pas clair si elle peut le faire à temps avant que les alliés de Taïwan n'interviennent. Tous ces éléments indiquent que l'équipement militaire de la Chine est défavorablement apparié 1 à 1 avec les équivalents occidentaux, même si la Chine finit par produire plus de cet équipement. Les investissements de Taïwan dans la guerre asymétrique en feraient une noix difficile à casser. Avant l'arrivée de ces renforts plus avancés, expérimentés et nombreux des États-Unis et du reste de l'Occident, la question demeure, quand la Chine décidera-t-elle d'envahir Taïwan ? Les événements récents liés à la guerre en Ukraine et les changements soudains dans l'administration américaine, passant des politiques de Joe Biden à celles de Donald Trump, ont mis le monde en alerte. Trump semble avoir commencé à se retirer du soutien au reste de l'OTAN, l'Europe devant compenser en renforçant ses systèmes de défense nationale et en réaffirmant son soutien à l'Ukraine. Plus important encore, les États-Unis maintiennent leur position ambiguë sur les relations entre la Chine et Taïwan, ne s'engageant en faveur ni contre aucune des parties dans un éventuel conflit militaire. Interrogé sur le sujet pour les élections de 2024, Trump a évité de répondre directement. Négocier et trouver une solution diplomatique est nécessaire. Les États-Unis se sont récemment retirés des pourparlers de paix russo-ukrainiens. Début mai, après plusieurs suggestions de Trump de mettre fin à la guerre rapidement et pacifiquement, le soutien direct de son administration envers Taïwan reste incertain. Cela est encore compliqué par le choix de l'administration américaine de soutenir l'industrie nationale. Taïwan figure parmi les plus grands exportateurs mondiaux de conducteurs et produits connexes, avec une part importante destinée aux États-Unis. Si les États-Unis remplacent cela par une fabrication nationale, ils pourraient réduire leurs pertes et s'abstenir de défendre Taïwan par manque d'avantages. Ensuite, il faut se demander comment la Chine réagira au changement de doctrine de Taïwan dans le contexte géopolitique en évolution. Si Taïwan obtient assez de systèmes de guerre asymétriques dans les années à venir, il peut créer une dissuasion suffisante contre une invasion. Dans le meilleur des cas, des pays alliés comme l'Australie, le Japon ou les États-Unis pourraient donner à Taïwan juste assez d'armes physiques pour créer une illusion de porc-épic. Une défense qui fonctionnera à court terme tout en soutenant l'île avec des accords de défense. La situation dépend aussi de l'efficacité des projections de force des États-Unis et de la Chine dans la région, qui ont fluctué ces dernières années. Si la Chine maintient le rythme actuel d'innovation militaire, elle pourrait rattraper les États-Unis dans quelques domaines vitaux. La Chine a déjà commencé à tester en 2020 un missile hypersonique orbital capable de faire le tour de la Terre et de descendre de manière pratiquement invisible. Cela rendrait les frappes à longue portée beaucoup plus difficiles à pointer, à détecter et à préparer. Et la Chine pourrait les utiliser pour lancer l'invasion, en éliminant des éléments vitaux du système de défense de Taïwan. Mais qu'en pensez-vous ? La stratégie du porc-épic de Taïwan peut-elle générer assez d'incertitude à Pékin pour prévenir une invasion ? Ou la puissance militaire de la Chine finira-t-elle par submerger toutes les défenses mises en place ? Merci d'avoir regardé et laissez vos commentaires ci-dessous.